Alors, dans cette vidéo, on va parler de Spring Boot, qui est le framework qu'on va utiliser pour implémenter le projet. Je ne vais pas faire un cours à Spring Boot, je ne vais pas décrire les API ou la manière de l'utiliser. Je vais plutôt expliquer un petit peu d'où vient ce framework et puis comment il se situe par rapport à ce qu'on a utilisé dans la première partie du semestre, donc Java EE, Jakarta EE. Donc c'est plus pour donner le contexte général du framework. Ça fait partie un petit peu de la culture générale de l'écosystème Java. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà utilisé Spring Boot dans des projets comme PRO sans forcément euh, comprendre exactement comment le framework fonctionnait en interne et derrière les décors. Mais je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà familiers avec ce framework. Donc, première chose à dire, c'est qu'il y a Spring Boot, euh, mais il y a quelque chose d'autre qui s'appelle le framework Spring, qui est ce qui a démarré cet écosystème et puis qui finalement, on va le voir après sur le schéma, fait qu'on a différentes librairies, différents frameworks qui s'intègrent les uns avec les autres et qui peuvent être utilisés pour développer des applications. Mais donc, tout à la base, on a le framework Spring qui a été proposé. Et puis, ça date du début des années 2000. Donc, on est dans les premières versions de Java EE, qui s'appelait à l'époque J2EE. C'est là où les entreprises commencent à faire leurs premiers pas avec cette plateforme qui n'était pas encore très mûre. Et donc il y avait des soucis avec l'implémentation de la norme J2E, avec la manière de l'utiliser, finalement les patterns et design patterns de plus haut niveau. Et puis, il faut aussi réaliser qu'à l'époque, on avait des machines, de la mémoire qui est très différente de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, finalement, après, développer des systèmes avec des bonnes performances, des bonnes capacités à monter en charge, c'était aussi encore un peu plus challenging qu'aujourd'hui. Début des années 2000, donc on a ces premiers retours d'expérience. Et puis, ce qu'on avait observé, c'est que finalement, il y a des gens qui ont commencé à appliquer ça sur des systèmes d'entreprise, puis qui ont dit, OK, J2E me donne une boîte à outils, j'ai 25 outils, j'ai 25 API différentes, il faut que j'utilise ces 25 API systématiquement pour chacune des applications que je développe. Et du coup, il y a eu une tendance à faire de l'over-engineering sur certaines applications où finalement on cherchait à faire quelque chose de très simple. On a mis en place toute une usine à gaz parce qu'on voulait exploiter absolument toutes les API offertes par J2E. On a quelque chose qui était lourd, long à développer et qui au final euh, offrait pas des performances qui étaient très bonnes. Donc ça, c'est un message que j'ai déjà partagé plusieurs fois. On peut utiliser J2EE, Spring, et c'est vrai dans n'importe quelle plateforme. On n'est pas obligé de tout utiliser. C'est le rôle, c'est une des choses qu'on demande à l'ingénieur, c'est dans un contexte donné de choisir les outils, les technos qui font du sens et qui sont adaptés à la situation donnée. Non, ça c'est le cadre général. On a vu un petit peu les EJB, même si cette année on est assez vite basculé sur l'utilisation des bins CDI, mais dans la partie théorique, on avait vu ces EJB, on a vu qu'au niveau de l'expérience de développeur aujourd'hui, c'est assez facile à utiliser. Début des années 2000, c'était très compliqué à développer. C'était pas des annotations, il fallait faire des fichiers XML, il fallait avoir 5 fichiers différents pour ça que JB, c'était lourd à développer, les performances n'étaient pas géniales.
Et du coup, un livre a été écrit en disant, ben voilà, on va faire du J2E, mais justement, on ne va pas forcément le faire en utilisant toutes les briques, et il y a plein d'applications où l'utilisation de JB n'est pas justifiée. Donc c'est ce qu'on recommande, enfin, c'est ce que Rod Johnson recommandait à l'époque, et puis si vous regardez son livre, ben, vous verrez que il a développé un framework qui à la base était un moteur à injection de dépendance où on pouvait définir ses services. C'était des bean Spring. Au départ, on faisait ça dans des fichiers XML. On avait le framework qui instanciait les composants, qui injectait les dépendances qui avaient été déclarées dans ce fichier XML. Et puis, il y avait d'autres mécanismes comme de la programmation orientée aspect. Mais au départ, c'était presque un exemple pour illustrer son propos. Et puis, un framework que lui utilisait pour faire ses projets. Ça a eu rapidement beaucoup de succès. Ça correspond aussi à une période où les gens ont commencé à vraiment s'intéresser aux tests unitaires. Donc, il y a une approche où on spécifiait euh, systématiquement des interfaces pour pouvoir injecter des mocks ou injecter différentes implémentations pendant les tests. Et donc, l'apparition du framework Spring correspond aussi à cette transformation ou cette amélioration des pratiques de développement logiciel dans l'écosystème Java. Ça correspond aussi au niveau de l'échelle de temps plus ou moins à l'arrivée de Hibernate, qui est devenu pendant un moment la manière de gérer la persistance en Java avec un ORM. Quand on utilise un ORM, c'est ce qui a précédé la standardisation JPA. Dans JPA, on retrouve beaucoup de concepts qui étaient déjà disponibles dans Hibernate. Hibernate est une des implémentations de la spécification JPA, fournit beaucoup d'autres choses. Mais donc ce couple Hibernate Spring, depuis la moitié des années 2000, c'est devenu finalement la boîte à outils de base. Si bien qu'il y a des gens qui disent, moi je fais pas de Java EE, je fais pas de J2E, moi je fais du Spring et du Hibernate. J'ai toujours trouvé ça euh, une proposition très surprenante parce que quand on fait du Spring, on utilise des servlets, on utilise des JSP, on peut utiliser des OJB, on n'est pas obligé, mais on peut. On travaille avec les mêmes technologies. Donc, j'ai toujours trouvé assez étrange cet argument ou cette opposition entre Spring et Java E. Pour moi, Spring, c'est une surcouche au-dessus de Java E et c'est ensuite un choix de certaines des briques. Mais on fait du JMS avec Spring. Donc, c'est pas blanc et noir. Ça fait partie du même écosystème. Donc, ça, c'est le cadre général. Mais ces discussions ou cette opposition euh, Spring versus Java E, c'est des choses qu'on entendait très souvent, maintenant un peu moins. Euh, et puis souvent, c'est des choses que les gens répètent, mais sans vraiment avoir compris la signification. Donc, soyez aussi critique quand vous entendez ce genre de propositions. Posez-vous la question et puis cherchez à comprendre et cherchez à comprendre si l'argument est valide ou pas. Euh, donc, à la base, il y avait ce framework Spring. Je parlais avant, donc le cœur, c'est vraiment un moteur à inversion de, de contrôle, injection de dépendance. On déclare, on définit ces bins. Avant, c'était dans un fichier XML. Maintenant, c'est aussi avec des annotations. Vous allez voir, vous avez déjà peut-être utilisé la fameuse annotation auto-wired. C'est quelque chose qu'on utilise pour faire de l'injection de dépendance avec des annotations. Et puis, ce core container, c'est
va interpréter ces annotations, instancier les bins, mais finalement de manière très 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 similaire à ce qui se passe quand on utilise des EJB ou à ce qui se passe quand on utilise CDI qu'on a vu dans le premier projet. Donc ça c'est le cœur du framework. On a des principes d'AOP, donc ça on l'avait vu hein, avec les EJB, c'était cette fameuse génération des proxys qui fait que le serveur d'application, chaque fois qu'une méthode est appelée sur un EJB, il peut intervenir, il peut démarquer les transactions, il peut appliquer des mécanismes de sécurité. Dans Spring, on a aussi des mécanismes d'AOP avec différentes façons de la réaliser. On peut utiliser des proxys, il y a d'autres mécanismes aussi qui sont à disposition. Tout en bas, vous voyez les tests depuis le début. Il y a vraiment une grosse attention portée aux tests. Et puis, vous pouvez, quand vous utilisez Spring et Spring Boot, vous avez beaucoup de librairies de tests au-dessus de JUnit qui facilitent l'écriture des tests finalement sur les différentes couches ou sur les différents niveaux de la pyramide. Et puis après, dessus, ben, vous avez des extensions du framework ou des briques supplémentaires pour pouvoir faire de l'accès aux données, l'utilisation de bus de messagerie, et puis du côté web, tout ce dont vous avez besoin pour travailler dans le tiers de présentation. Il y a depuis un certain temps aussi un gros déplacement vers les architectures réactives. Avant, on travaillait vraiment avec des servlets. Maintenant, on a d'autres mécanismes qui sont à disposition dans le framework. Aujourd'hui, le framework Spring existe encore. Vous l'utilisez de manière indirecte quand vous travaillez avec Spring Boot ou quand vous travaillez avec Spring Data, parce que finalement, tout est bin, tout est un bin Spring. Donc, cette partie centrale ici, vous allez toujours l'utiliser, vous n'allez pas forcément la voir directement, mais ça existe, celle-là. Ce framework-là, il a un avantage qui est que sur absolument chacune des briques et sous-sous-briques, vous avez 3 ou 4 manières différentes de faire les choses. Hein. Par exemple, pour l'AOP, vous avez le choix entre 4 ou 5 mécanismes différents. C'est bien parce que ça donne beaucoup de flexibilité et de liberté. C'est pas bien parce que quand vous avez jamais utilisé le framework, que vous partez d'une page blanche, de faire ces choix-là, c'est quelque chose qui est ardu. Comment est-ce que je fais pour choisir ce mécanisme plutôt que celui-ci? Et ça, c'est une des choses, c'est pas la seule, mais c'est une des choses qui explique qu'à un moment donné, on a proposé, on a développé ici ce Spring Boot. Alors, qu'est-ce que c'est Spring Boot? Vous voyez qu'ici, on a une vue avec une opinion sur le développement d'applications. Donc, une des choses que Spring Boot fait, c'est OK, on va utiliser le framework Spring. Maintenant, voilà la manière dont on va l'utiliser. Donc, finalement, tous ces choix qui seraient laissés aux développeurs, le framework ici les prend et on a un comportement, on a une utilisation par défaut du framework Spring. Si on veut, on peut modifier, on a toujours la main de toute façon, on peut toujours reprendre le contrôle, mais on peut démarrer rapidement, s'appuyer sur des conventions et sur une manière qui fonctionne relativement bien. Donc ça, c'est une des choses que Spring Boot fait. Une autre chose que Spring Boot fait, c'est apparu avec l'émergence du cloud computing, des microservices, et donc ces notions de pouvoir
configurer des choses, d'avoir des métriques, de penser pas seulement à la phase de développement, mais aussi à la phase d'exploitation, mise en production, opération. C'est des choses qui ont aussi été intégrées. Donc, la manière de configurer une application Spring Boot, je reviens, et les métriques, c'est des choses qui ont été introduites dans Spring Boot, qui là se démarquaient, enfin, c'était vraiment des ajouts par rapport à ce qu'on avait de base dans Java EE. Si vous regardez ce qui se passe, aujourd'hui on n'en a pas beaucoup parlé, mais si vous revenez sur les slides de la première semaine, vous allez voir que je mentionnais le micro-profile, qui est un nouvel ensemble d'API qui ont été rajoutés à Java E. Donc, à côté de Servlet EJB, maintenant on en a quelques-unes supplémentaires, et ces quelques-unes supplémentaires, c'est ce qui définit le micro-profile. Micro-profile, ici, ça fait référence à microservices. Donc, c'est des API qui sont utiles quand on développe des microservices. Et vous allez retrouver des choses très très similaires à ce qu'on retrouve dans Spring Boot ici. Donc, ça, je pense que c'est les deux notions importantes. Et puis, je vais m'arrêter ici. Mais ce que vous devez être conscient, c'est donc quand vous allez développer avec Spring Boot, d'abord vous allez faire une utilisation de base. Si vous suivez les guides d'introduction, les tutoriels, vous allez utiliser le comportement par défaut. Si vous creusez, vous allez vous retrouver dans la documentation de Spring Boot. On va voir si on la retrouve. Le site a un peu changé. Donc on peut aller ici dans la doc. Donc ça c'est la doc de Spring Boot. Et puis si vous voulez aller encore plus loin ou s'il y a quelque chose qui ne marche pas, là vous allez descendre d'un niveau et vous allez vous retrouver dans la documentation du framework Spring. Donc c'est ça qui est important, c'est de voir que dans l'écosystème, vous avez cette surcouche Spring Boot. En dessous, vous avez encore Spring. Donc il y a des choses qui sont décrites dans la doc de Spring Boot, mais il y a aussi beaucoup de choses, tout ce qui est vraiment le cœur du framework. Là, vous devez descendre dans la doc du framework Spring. C'est pas quelque chose qu'on doit faire tous les jours, mais quand on travaille sur des filtres ou sur des annotations particulières, là on le fait. Ce que vous allez aussi beaucoup utiliser au niveau de la documentation, c'est Spring Data. Donc Spring Data, c'est un projet parapluie. Vous voyez que vous avez JDBC, JPA, LDAP, MongoDB. C'est finalement tout ce qui va vous permettre de parler à des data stores différents en utilisant le même principe de repository. Et finalement, dans Spring Data, dans le cœur, dans le projet core, vous avez la définition du repository, et puis après, vous avez des implémentations et des extensions pour les différents types de data store. Ça, vous allez beaucoup l'utiliser. Quand vous utilisez Spring Boot, Spring Data est pré-configuré, pré-intégré, prêt à être utilisé. Mais après, pour les détails, vous allez aussi vous retrouver dans cette documentation ici. En termes de doc, vous connaissez peut-être déjà les guides qui sont intéressants pour se faire une première idée. Après, c'est toujours des chemins très très balisés. Donc, on peut le faire rapidement, mais c'est assez limité. Et puisque vous avez certainement déjà vu, quand aujourd'hui on fait des recherches sur des questions Java, on se retrouve très très vite sur Beldum. Mais pour Spring Boot et Spring, ça reste aussi une source d'informations précieuses
Et puis ce qui est intéressant ici, c'est que c'est toujours des articles courts sur des questions très très précises, avec des exemples dans des repos GitHub dans la plupart des cas. Donc c'est quelque chose qui est précieux. Voilà, alors ça c'est l'introduction d'où vient Spring Boot, pourquoi est-ce que on l'utilise. De nouveau, ce que j'aimerais, c'est que quand vous l'utilisiez, vous vous souveniez de ce que vous avez vu les toutes premières semaines avec Jakarta Wildfly, où on déployait dans un serveur d'application. Après, quand on est passé à OpenLiberty, où le serveur d'application est encore là, euh, mais finalement on le démarre et on peut même produire un jar. Quand on va travailler avec Spring Boot, le serveur d'application va de nouveau être là, hein. Si vous regardez les logs au démarrage, vous allez voir que c'est Tomcat ou Jetty qui est démarré, donc le serveur il est là. Après, c'est le cœur du framework Spring qui va s'occuper de faire de l'injection de dépendance, mais c'est des composants managés, on fait de l'injection de dépendance, il y a de l'AOP, donc c'est de nouveau les mêmes mécanismes qui sont pris en compte. Et puis, quand on écrit l'expérience de développeur, ben, on déclare le comportement attendu avec des annotations. C'est des annotations qui ont un nom un petit peu différent, mais derrière, c'est vraiment le même genre de mécanisme. Donc, essayez systématiquement de dire, ah, si je faisais ça en OpenLiberty, comment est-ce que je l'écrirais? Ah, AutoWired et @inject et @EJB, en fait, c'est trois façons d'exprimer le même mécanisme ou de mettre en œuvre le même mécanisme. Faites ça, c'est l'objectif du cours, c'est que vous n'ayez pas juste vu une annotation, mais que vous soyez capable d'expliquer le principe d'architecture qui se cache. Quand vous allez passer sur du .NET, par exemple, vous allez retrouver une quatrième façon d'exprimer la même chose, mais vous aurez compris ce mécanisme d'architecture et ce qui doit être fait derrière les décors. C'est vraiment ce qui est important et que vous devez être capable d'expliquer. Voilà, ça c'était l'introduction à Spring Boot.